j'ai bien compris que je participais à une session qui concerne les rapports entre la cognition, l'émotion et l'art. La cognition, ici, dans le sujet qui nous occupe, est altérée, elle est défaillante. Et la théorie dominante actuellement, je ne me prononcerai pas sur ma position vis-à-vis de cela, c'est que l'émotion jouerait un rôle fondamental, je dirais un préalable et aussi un allié de la cognition. Et qu'est-ce que vient faire l'art là-dedans lorsque la cognition est défaillante? Eh bien, l'art serait finalement, par le biais de l'émotion qu'elle stimulerait, une sorte de possibilité de réveiller la cognition, d'améliorer ses performances. Ce matin, tout est consacré, cet après-midi, et puis hier soir aussi, je crois ce soir, tout tourne autour de l'art comme thérapie, ou en tout cas de l'art comme moyen de maintenir un lien avec notre patient dont la personnalité s'effrite. Eh bien, je vais essayer de poser la question du rapport entre l'art et la maladie d'Alzheimer et les syndromes apparentés d'une manière un petit peu différente. La question que je vais poser, c'est: est-ce que l'art nous permet de comprendre mieux ce que vit ce patient que nous rencontrons? Je parle de rencontre au sens phénoménologique du terme. Nous rencontrons quelqu'un et il est un mystère pour nous. Est-ce que l'art nous permettrait d'y voir plus clair? Est-ce qu'il existe des artistes dont l'œuvre nous introduirait, d'une certaine manière, à un peu plus de compréhension? Je ne parle pas d'explication, je parle de compréhension. Tout à l'heure, vous avez déjà vu ce tableau très énigmatique. Et on pourra en parler tout à l'heure de ce qu'il signifie. J'ai l'impression de connaître la signification de certains de ces symboles, mais d'autres m'échappent encore. Il est présenté d'emblée par Magritte, dont c'était l'ambition. La seule ambition, c'est qu'on s'arrête devant ces tableaux, parce qu'il nous proposait des assemblages d'objets, des mises en scène, qui étaient destinées uniquement à solliciter le spectateur afin qu'il en fasse une propre histoire. Et il se défendait bien que l'on puisse se référer à sa propre inconscience, à sa propre motivation profonde. Il ne voulait pas en entendre parler. Ça s'appelle de la dénégation, je crois. Alors, je voulais vous parler en fait d'un symptôme un peu particulier qui m'a amené à cette réflexion que je vous présente maintenant. Et ce symptôme, quoi de plus simple pour vous y introduire que de vous donner deux observations. La première concerne un monsieur qui a 79 ans, excusez-moi, j'arrive pas à lire, alors je vais le dire de mémoire, 79 ans, et il a plein de misère, ce pauvre monsieur. Il est diabétique, il est hypertendu, il a une démence vasculaire, pas une démence d'Alzheimer, une démence vasculaire dite de Binswanger. Et en plus de ça, comme il a un cancer métastasé, on lui donne de la morphine. Donc il a beaucoup de raisons d'avoir un cerveau qui fonctionne assez mal. Du coup, devant cette altération des fonctions supérieures, on l'hospitalise, ça dure plusieurs semaines. Et il dit à son entourage, pendant qu'il est hospitalisé, qu'il lui semble reconnaître par la fenêtre les cheminées des usines dans lesquelles il travaillait autrefois. Et puis il retourne à son domicile et là, il déclare à son entourage familial que certes, la chambre dans laquelle il se trouve ressemble comme deux gouttes d'eau à sa chambre, mais ce n'est pas vraiment sa chambre. Évidemment, vous imaginez un peu l'entourage interloqué. Et ça va plus loin. Il pense qu'il est dans un train et que ce train est construit à l'identique d'une sorte d'annexe du service hospitalier dans lequel il vient de passer quelques semaines. Par ailleurs, c'est un patient qui a une vigilance évidemment fluctuante étant donné ce qu'on lui inflige comme traitement, mais il est trilingue, il parle ces trois langues parfaitement, c'est un mélomane très averti, il reconnaît des morceaux de musique incroyables, et il reconnaît parfaitement ses proches. Et cette description, c'est elle qui m'a amené à ce que je vous présente maintenant, parce que j'ai pensé immédiatement à un tableau où il y avait beaucoup de cheminées, pas les mêmes cheminées exactement que chez mon patient, mais ce tableau, c'est La durée poignardée de Magritte.
Alors, je ne vais pas en parler beaucoup plus. Vous voyez qu'il y a une cheminée comme dans un appartement, et puis de la cheminée de l'appartement sort une locomotive comme il en existait du temps où Magritte a fait ce tableau, c'est-à-dire une locomotive à vapeur avec des cheminées. Mais je vais simplement vous dire une chose, c'est qu'à partir de ce tableau, Magritte a défini ce qu'il appelle l'étrangeté derrière la familiarité. Et j'y reviendrai, si j'ai le temps, tout à l'heure. Je vous donne une deuxième observation, et vous allez voir l'analogie avec la première. Je ne parle pas trop fort, là? Si? Pardon. Ça va, là? Ah, puis c'est beaucoup mieux pour mon rachis fatigué. Alors, il s'agit d'un homme de 86 ans, très, très en forme, hein, vraiment un ancien sportif. Il a été régatier, je crois qu'il a fait l'America's Cup comme skipper, enfin un truc incroyable. Il vient des pays du Nord et il décrit très bien, alors là avec une critique certaine, le fait que pratiquement tous les jours il sent une présence derrière lui. C'est quelque chose il ne le voit jamais, hein, il n'a pas d'hallucination, mais il a une sensation de présence et c'est ce que nous appelons en neurologie le syndrome de l'ange gardien. Évidemment, ça m'a fait penser là aussi à un tableau de Magritte qui s'appelle La reproduction interdite. Et là, il faut que vous vous mettiez en fait, non pas à la place du sujet qui est devant le miroir, mais à la place du reflet. Bon, c'est une petite gymnastique intellectuelle. Et vous vous dites, mais si j'étais le reflet, quel sentiment dans ce tableau, hein, j'aurais l'impression d'avoir une présence derrière moi. Et comme Magritte ne fait jamais les choses à moitié, il nous laisse un indice précieux sur le rebord de la cheminée, un livre, vous ne pouvez pas le lire, hein, c'est écrit trop petit, mais ce sont les aventures d'Arthur Gordon Pym, qui sont un des livres les plus connus de Edgar Allan Poe, lequel, premièrement, était fasciné par les doubles, comme en témoignent plusieurs de ses contes et de ses histoires extraordinaires, et aussi détestait les miroirs. Ça, il l'a écrit dans plusieurs reprises. Alors, je continue avec l'histoire de mon patient. Pour l'instant, il est dans la critique de son symptôme. Hein. Il m'en parle, il me dit, voilà, j'ai cette présence, ça me gêne. Et puis ensuite, il y a une personne qui l'accompagne. Et cette personne me dit, vous savez, je suis sa femme, mais il n'est pas convaincu que je ne suis pas sa femme, mais une ex-femme avec laquelle il vit. Alors quand on lui fait remarquer, c'est un petit peu bizarre cette situation, vous portez le même nom, vous êtes sous le même toit, vous êtes dans le même lit, vous avez une alliance, enfin bref, il a toujours une réponse pour rationaliser cette incongruité, si je puis dire. Et là, il n'en démord pas, hein. Il dira jamais, j'ai jamais entendu dire, cette femme est autre chose que mon ex-femme, mais ce n'est pas ma femme actuelle. Et alors, c'est là où ça devient de plus en plus proche de l'observation numéro 1, c'est qu'il est convaincu qu'il est dans un bateau. Il n'y a pas de mouvement, pourtant, pas plus que pour le premier patient. Le train était en mouvement, enfin, sa chambre était en mouvement. Il est convaincu qu'il est dans un bateau et que ce bateau est construit à l'identique de sa maison. Donc, c'est sa maison, c'est sûr, tous les détails, les tableaux qui sont au mur, les meubles, c'est ceux de son appartement, mais dans un bateau. Alors, à part ça, c'est un monsieur qui est vigilant. À 86 ans, il conduit encore sa voiture. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fait de mieux, mais enfin bon, il avait une vue tout à fait normale. Il n'avait pas de prosopagnosie, c'est-à-dire qu'il reconnaissait parfaitement les visages, et notamment le visage de cette femme qu'il dit ne plus être cette femme, il la reconnaît bien comme une de ses ex-femmes, il n'y a aucun problème. Oui, je me suis un peu trahi. Il a eu beaucoup de femmes, ce monsieur, dans sa vie. Et c'est pour ça que je suis allé chercher cette fois-ci, alors là, ça ne m'a pas évoqué un tableau que je connaissais, je me suis dit, dans Magritte, j'ai bien trouvé de quoi illustrer ça. Et j'ai trouvé, il y a deux navires qui s'appellent Le Séducteur. Ça lui collait comme un gant. Et qui ont été faits à 2 ans d'intervalle. Le premier, c'est une huile. Le second, c'est une gouache. Et vous voyez, il y a la manière de Magritte, des petites astuces de Magritte rhétorique, là, où on voit le bateau. Le bateau, c'est de l'eau. Il est fait avec des vagues. Et il a fait exactement la même chose avec des oiseaux. Les oiseaux, c'est du ciel et des nuages. Hein, ça, c'est un petit truc de Magritte. Eh bien, le fait de croire que l'on est dans un endroit qui est construit exactement comme son endroit où on habitait, mais ce n'est pas le même, c'est une copie, ça s'appelle une paramnésie reduplicative. Hein, et c'est de ça un peu dont je voulais vous parler. Ça a été inventé, si je puis dire, repéré par Pick. Arnold Pick, c'est un psychiatre tchèque qui a donné son nom à une démence très célèbre. Quand j'ai fait mes études, il y avait la maladie d'Alzheimer et la maladie de Pick et la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Mais là, je ne parle pas de la démence de Pick, hein, je parle d'un syndrome qu'il a isolé à partir d'une patiente
qui était convaincue qu'elle avait été transportée depuis la clinique où Pic exerçait dans la ville, je ne me rappelle plus quelle ville d'ailleurs, et qu'elle avait été transférée dans un lieu absolument identique, mais qui se situait dans une banlieue de cette même ville. Alors, voilà, d'une certaine manière, on peut définir la paramnésie reduplicative comme une atteinte de la familiarité. Je ne reconnais plus cet endroit comme l'endroit que j'ai habité pendant toute mon histoire, mais sans atteinte de l'identification. J'identifie parfaitement tous les détails et puis même l'ensemble de cette maison. Simplement, c'est une copie conforme de l'endroit qui lui m'était familier. Et j'ai emprunté parmi beaucoup d'interprétations, alors là je m'adresse à ceux, aux psychologues en formation, des gens comme ça, mes confrères, j'ai rien à leur apprendre, mais j'ai emprunté à Ellis et Jung, qui sont des psychologues qui ont énormément travaillé sur la reconnaissance des visages, mais vous savez qu'on raisonne à peu près de la même manière sur la reconnaissance des lieux, et j'ai pris l'hypothèse d'un double système anatomique, viso-limbique, hémisphérique droit, dans l'hémisphère droit, avec une voie dorsale pariéto-frontale qui est impliquée dans la reconnaissance émotionnelle, c'est-à-dire c'est mon endroit, c'est mon chat, c'est ma brosse à dents, etc. Et puis d'un autre côté, il y a une autre voie qui est une voie ventrale, temporofrontale, et qui est celle de la reconnaissance formelle. Oui, c'est une brosse à dents, mais je ne sais pas si c'est vraiment la mienne. Et le fait d'avoir une interruption de la voie de gauche sur mon schéma, eh bien, ça définit tout simplement la paramnésie reduplicative, c'est-à-dire la reconnaissance formelle. Oui, je reconnais cet endroit, mais pas de reconnaissance familière. Non, ça n'est pas mon endroit. C'est un endroit qui copie le vrai endroit, là où j'ai habité. Alors, ces troubles de l'identification sont particulièrement fréquents dans la maladie d'Alzheimer. Ils ont fait l'objet de revues de la littérature. Je pense à celle de Mme Pasquier il y a déjà au moins 12 ou 13 ans. Et puis là, je cite juste la revue neurologique qui rend compte du dernier congrès de l'American Academy, où vous voyez la fréquence extrême dans la maladie d'Alzheimer. Sur une série de 400 patients, vous en avez les 3/4 qui ont des troubles de l'identification d'un proche, vous en avez 1 sur 2 qui ont un trouble de leur maison, de la reconnaissance de leur maison, c'est-à-dire ce que je viens de vous raconter en gros, des troubles des objets familiers dans un tiers des cas. Le sujet lui-même, très récemment, j'ai une de mes patientes, la femme d'un de mes patients qui me disait « Mon mari, quand il passe devant un miroir qu'on a dans un coin pas très éclairé dans un couloir, il me dit ensuite qui c'est dans le miroir. Il ne se reconnaît pas dans le miroir. Et puis on peut très bien ne pas reconnaître son conjoint. 14%, ça me paraît très sous-évalué par rapport à ma propre expérience, mais peu importe. Donc il faut se dire que ces troubles de l'identification, parmi lesquels la paramnésie reduplicative, eh bien c'est finalement quelque chose d'assez connu. Bon, maintenant je vais passer au rôle de Magritte, un peu comme pédagogue, qui va nous apprendre, quand on n'est pas forcément neurologue, qui va nous apprendre par sa peinture, qui nous a montré de manière, en anticipant quelquefois de plusieurs dizaines d'années, la description, je dirais la description scientifique de certaines situations neuropathologiques. Et je vais commencer par cette citation qui est la suivante: « La puissance de la pensée se manifeste en dévoilant, en évoquant le mystère des êtres qui nous semblent familiers. » Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Est-ce qu'il veut nous dire le sempiternel, on vit à côté de gens pendant 40 ans et puis on ne les connaît pas, c'est des étrangers, du genre, quand il y a, je sais pas moi, un criminel en série, il y a toujours sa femme et l'entourage qui disent « Oh mais il était si gentil ». Non, c'est pas du tout ça dont on parle. Là, moi, ce dont je vais parler, c'est la manière dont Magritte va s'y prendre pour nous montrer, pour nous dévoiler justement l'étrangeté derrière la familiarité. Il y a quelques phrases de Magritte que j'aimerais vous citer. La première: « L'art de peindre, tel que je le conçois, représente des objets de telle manière qu'ils résistent aux interprétations habituelles. » Là, il y a sa dénégation, son refus qu'on accepte l'idée que ce qu'il met en scène renvoie à sa propre histoire, à son propre passé. On verra qu'il a du mal avec ça. Une autre phrase que j'adore parce qu'elle est cartésienne, et puis voilà, moi je ne peux pas m'empêcher d'être cartésien. Tout dans mes œuvres est issu du sentiment de certitude que nous appartenons à un univers énigmatique. Qu'est-ce qu'il nous dit Descartes? Je doute de tout, la seule chose dont je ne doute pas, c'est que je doute. Et bien c'est exactement, évidemment, une transposition. La certitude que tout ce qui nous entoure est incertain.
Il y a aussi cette phrase, je ne m'étendrai pas dessus, vous la connaissez, vous vous l'êtes dit à vous-même, il est défendu sous peine d'imbécilité de rien prévoir. Qu'est-ce qu'il va prévoir? Fukushima, le tsunami, la crise de la bourse demain, hein. Il faut être prétentieux pour dire ça. Puis il y a cette phrase, je déteste, en fait je crois que c'est je hais mon passé et celui des autres. Et je vais vous en parler une seconde. Je hais mon passé et celui des autres. On reconnaît à Magritte, comme à toute autre personne, et à Magritte parce qu'il a un certain génie, de pouvoir détester son passé et le nôtre, le mien, le vôtre, pourquoi pas, hein. Mais le problème, c'est qu'on en sait un peu, nous, de l'histoire de Magritte. Et on ne peut pas s'empêcher, nous, de faire une histoire avec tout ça. Quand il a 14 ans, il lui arrive quand même quelque chose de pas banal. On retrouve sa mère au pied d'un pont, noyée, elle s'est jetée du pont, on est en 1912, et on retrouve son jupon par-dessus sa tête. Quand vous voyez ce genre de peinture, ensuite, hein, faite par Magritte, une fois, deux fois, trois fois, et je vous en passe quelques autres, vous vous dites, quand même, enfin, il a beau s'en défait, être dans la dénégation, dans le déni. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour se dire quand même que cette tragédie l'a marqué d'une manière ou d'une autre. Alors il y a autre chose aussi, c'est que en même temps, si vous voulez, c'est pour nous qui savons le drame qu'il a vécu, et en dépit de ce qu'il nous dit, nous savons que ça renvoie à cet épisode tragique, mais nous savons aussi que le fait de ne pas reconnaître les visages, ça porte un nom. Ça porte un nom en neuropsychologie, ça s'appelle la prosopagnosie. Et la prosopagnosie, ça a été décrit par Bodamer en 1947. Les amants, ils ont été faits en 1928. Vous voyez un petit peu le côté l'anticipation extraordinaire. Et puis alors là, retour du refoulé. Hein, je ne veux pas jouer au psychiatre que je ne suis pas, et notamment il y a un psychanalyste éminent dans la salle, mais retour du refoulé, c'est que l'inventeur du terme agnosie, c'est Freud, en 1891. Je vous passe la définition cognitiviste de l'agnosie. Alors les agnosies visuelles, on en distingue plusieurs variétés, aperceptives, associatives. Associatives, c'est quand on n'arrive pas à assembler les éléments. Hein. Et là, par exemple, vous avez un œil, d'accord, vous avez un nez, vous avez une bouche. La montgolfière, on ne sait pas trop ce qu'elle y fait. Et alors, la plus extraordinaire, c'est celle-ci. Vous avez un tronc de femme, mais vous mettez des cheveux et ça devient un visage. Alors, oh, pardon, j'ai loupé un petit effet. Quelque chose que Magritte a parfaitement illustré, c'est un concept que vous l'avez vu sûrement au passage, mais regardez bien ce tableau. Vous avez un visage, vous avez une poitrine, vous avez le tronc, vous avez les genoux, vous avez les pieds. Bien, vous savez très bien, parce que votre cerveau fonctionne, que tout ça, c'est un corps de femme, bon, morcelé, si je puis dire, segmenté, mais c'est un corps de femme. Eh bien, il y a une pathologie qui s'appelle la simultagnosie, qui consiste à être absolument capable de distinguer, de définir des éléments d'un tout, de les décrire parfaitement, et puis de ne pas pouvoir en faire la synthèse. Alors je passe maintenant à une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est la phrase cartésienne. Tout dans mes œuvres est issu du sentiment de certitude que nous appartenons en fait à un univers énigmatique. Alors je vais vous montrer ce tableau, il en existe plusieurs sur le même mode. Hein, c'est une sorte de thématique récurrente dans l'œuvre de Magritte, où il y a une confusion entre le fond et puis la représentation. Hein, ce qui est représenté et sa représentation diffèrent juste ici par finalement le bord à peine visible de la toile. Hein. Et ce jeu me fait penser bien évidemment au syndrome de la télévision que nous voyons dans la maladie d'Alzheimer. Quand nous avons une télévision dans une pièce, nous savons très bien que c'est un meuble parmi d'autres meubles et que ce qu'il y a dans la télévision nous est transmis par une voie de satellite et que ça a été produit on ne sait où dans le monde. Et bien dans la maladie d'Alzheimer, tout d'un coup, ce qui est représenté dans la télévision se met à déborder dans la pièce et puis ça vient du présent, ça se mêle aux objets qui sont réellement, il y a une actualisation finalement de cette virtualité qu'est l'image télévisée. Alors dans le domaine du langage, bien avant les mots et les choses de Foucault, les relations entre le mot et l'objet ont fait l'objet ont été le thème pour Magritte de nombreuses variations. Celle-ci est la plus connue, ce n'est pas une pipe bien sûr, c'est la représentation d'une pipe. Et on n'est pas loin de l'aphasie optique. Et
On va même plus loin avec ce tableau qui s'appelle La clé des songes. On a l'impression que Magritte avait 2 chapeaux, un chapeau avec des objets, un chapeau avec des mots, et il sort un objet, il sort un mot, il les apparie de manière tout à fait aléatoire. Hein, comme ça, la lune est un soulier et le plafond est une bougie. Alors je vais quand même vous montrer celui-ci, l'orage, parce que là, bon, vous retenez l'orage, que l'orage c'est un verre, d'accord ? C'est arbitraire, hein, c'est une convention magritienne. Eh bien, regardez maintenant ce tableau qui s'appelle Les vacances de Monsieur Hegel. Alors, d'abord, première chose, si vous ne savez pas que le verre, dans l'univers de Magritte, c'est un orage, vous vous dites, oui, oh, c'est une potacherie, hein, le verre d'eau sur un parapluie, oui, ça tient debout. Mais ça tient plus debout si tout d'un coup, le verre, c'est l'orage. Et les vacances de Hegel, vous me direz, eh bien, vous savez pourquoi il a appelé comme ça ? Parce qu'il s'est dit, Hegel, il aurait été content de cette antinomie entre le verre qui contient et le parapluie qui repousse. Bon, c'est une petite astuce magritienne. Encore un concept que je vais essayer de tirer de ce tableau, un concept neuropsychologique. Vous voyez, il y a une penderie. Imaginez que j'ouvre la penderie. Je prends un cintre, je mets ma chemise sur le cintre et je remets le cintre dans la penderie. J'ai fait un geste tout à fait adapté, j'ai reconnu le cintre, même sans le nommer peut-être. Sa fonction, je la connais, bref, pas de problème avec ce cintre qui est dans la penderie. Maintenant, si je trouve un cintre dans une baignoire, je vais me dire, mais bon sang, qu'est-ce que fait ce cintre dans la baignoire ? Parce que je suis à peu près cortiqué normalement, hein, et je vais le remettre dans la penderie. Je vais peut-être crier un coup, qu'est-ce qui a mis le cintre dans la baignoire ? Mais quelqu'un qui a une démence sémantique, qui est une variété de démence différente de la maladie d'Alzheimer, mais qui donne des troubles que l'on voit aussi dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, il va voir ce cintre, et ce cintre complètement décontextualisé dans la baignoire, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait plus ce que c'est, il ne peut pas le nommer, il ne sait même pas à quoi ça sert. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors c'est en voyant cet énorme peigne sur le lit que ça m'est venu l'idée de vous illustrer la démence sémantique et les troubles analogues que l'on peut trouver dans la maladie d'Alzheimer de cette manière. Bon, il est temps que je m'arrête, je suppose. Et je vais vous dire un petit mot de cette histoire d'étrangeté. Il ne s'agit pas pour Magritte de mettre des objets étranges en présence. Non, non, ce sont des objets absolument ordinaires. L'étrangeté de la familiarité, elle vient de la coexistence d'objets qui ne sont pas normalement faits pour être ensemble. Et alors là, ça me renvoie encore à la maladie d'Alzheimer. Vous savez, nos univers, pensez à comment c'est fait chez vous, à votre voiture, à votre maison de campagne, je ne sais pas. Tout est ordonné, chaque chose est à sa place. Hein. Nous sommes tellement inquiets de l'incertitude de l'avenir que nous construisons et nous ritualisons notre vécu d'un bout à l'autre. Alors maintenant, imaginez que tout d'un coup, vous trouviez une paire de chaussettes dans le frigidaire. Ouh là là, là, c'est une chose qui ne va pas. Hein. Le beurre, il est dans le beurrier qui est dans le frigidaire. Si vous trouvez le beurrier dans la penderie, ça ne va pas du tout. Eh bien, c'est ça l'univers, hein, un petit peu de nos patients qui ont une maladie d'Alzheimer. C'est que tout d'un coup, cette stabilité des objets, cette familiarité des objets, elle se perd, elle se dissout, et tout d'un coup, ça donne des assemblages eh bien, qui sont tout à fait magritiens. Alors, je vais conclure maintenant, parce qu'il est temps. Il faut regarder, il faut écouter les peintres et les poètes. J'aurais pu vous parler de Mallarmé de la même manière. Il faut regarder et écouter nos patients. Pourquoi ? Parce que nos patients, ils sont poètes dans ces moments-là. C'est-à-dire, ils réarrangent notre monde. Hein. Et puis, il y a quelque chose que je voulais vous dire, c'est que bon, nous, on est des êtres pleins de doutes. Enfin, moi, je me vis comme ça. Je ne suis pas sûr de grand-chose. Et quand j'ai quelqu'un devant moi qui dit « cette maison n'est pas ma maison », alors que c'est à l'évidence sa maison, eh bien, je me dis « cette personne-là qui me soutient contre toute évidence qu'il n'est pas dans sa maison, alors que je sais que c'est la sienne, eh bien, il est dans une sorte de... un mode, ce que j'appelle un mode d'affirmation de soi. C'est un peu phénoménologique, pardonnez-moi, mais... pour moi, ça a vraiment de la valeur. Et j'espère que je vous ai convaincu que Magritte était non seulement un peintre neurologique, mais un peintre pédagogique. Je vous remercie pour votre attention.